Bonjour et bienvenue à vous dans ce live Malakoff Humanis pour traiter d'un sujet dont vous avez peut-être entendu parler. Si vous travaillez dans les ressources humaines, évidemment, vous en avez entendu parler, mais bon, euh, il s'agit des risques psychosociaux. Quel, euh, quel enjeu pour l'entreprise? Alors, ces risques psychosociaux, on en parle depuis un certain nombre d'années en France, dans l'entreprise un peu plus. Pour vous donner un chiffre comme ça, c'est un coût pour la collectivité d'environ 23 milliards, pas dans l'entreprise, mais globalement au niveau national, donc c'est pas rien. Et l'entreprise commence à s'en soucier, et elle s'en soucie d'autant plus que la période actuelle provoque des bouleversements dans les habitudes de travail, dans le stress au travail, avec les modifications qu'ont pu entraîner les organisations conséquentes à la pandémie et à la mise en place évidemment du télétravail, du travail à distance, de l'isolement, de la charge de travail, etc., etc., etc. Alors on va en parler avec vous aujourd'hui d'une façon très particulière sur LinkedIn en live, évidemment avec la possibilité de recevoir vos questions qui est précisée selon les modalités grâce à votre écran sur LinkedIn. Vous avez la possibilité d'intervenir. Mais la spécificité de ce rendez-vous sur les risques psychosociaux organisé par Malakoff Humanis, c'est de vous en parler avec des DRH. Les DRH ont un point de vue assez imprenable sur ces risques psychosociaux, avec un certain nombre de questions en tête. Évidemment, appliquer la loi. Deux, impliquer le management. Trois, savoir jusqu'où on peut aller dans la prise en charge de ces risques psychosociaux. L'entreprise n'est pas une nurserie. Les attentes des salariés sont spécifiques. Vous en avez qui demandent beaucoup et d'autres qui demandent rien. Et ceux qui demandent rien parfois sont parfois les plus exposés et les plus compliqués à traiter et à aider surtout. Donc on va parler de tout cela avec nos invités aujourd'hui. Ils sont tous volontaires, ça c'est important. On les a pas suppliés, donc ils ont tous à cœur leur vocation, la mission qui est la leur dans l'entreprise. Et ils vont dans un instant se présenter à travers leur motivation, d'une certaine façon. Vous savez que les DRH vous demandent souvent, mais quelles sont vos motivations? Eh bien là, c'est l'inverse. On va leur demander pourquoi ce sujet des risques psychosociaux les intéresse et pourquoi ils vous en parlent aujourd'hui. Je crois que c'est très important. Alors, je vais les présenter très rapidement. Il y a avec nous Emmanuelle Germani. Elle est DRH et DSI. C'est une de ces bizarreries et peut-être une de ces bottes secrètes. Elle est DRH et directrice des systèmes d'information d'un groupe de retail du sud, des Bouches-du-Rhône, qui s'appelle Caporal. Ils interviennent dans le prêt-à-porter, hein, donc ils distribuent des vêtements, ils vendent et ils distribuent des vêtements. Et Emmanuelle Germani est également présidente du groupe Provence de l'Association nationale des DRH, donc elle a une triple casquette, DSI, DRH et ANDRH. Avec nous également, il y a Caroline Guillaumin, qui est directrice des ressources humaines de la Société Générale, donc groupe bancaire, j'imagine avec beaucoup de télétravail, avec beaucoup de salariés en première ligne aussi, puisque la banque et ses conseillers qui nous sont si familiers, qui sont si proches de nous, a été toujours ouverte depuis 18 mois, elle n'a pas fermé, elle n'a pas baissé le rideau de fer, si j'ose dire. Florence Noni est également avec nous, c'est peut-être l'inverse, Florence, puisque vous êtes DRH d'un groupe qui intervient dans l'événementiel. L'événementiel, c'est souvent les métiers de la culture, c'est les métiers de l'information, de la communication. Alors effectivement, les employés des médias étaient en première ligne, puisque vos télévisions, vos radios, vos journaux n'ont pas cessé de paraître ou d'apparaître. En revanche, le secteur de l'événementiel et de la culture a été particulièrement touché par la pandémie. Hein, ça s'est un peu arrêté. D'ailleurs, nous, notre colloque Live LinkedIn, il est l'enfant de cette pandémie. On le fait en live au lieu de le faire dans une grande salle comme on en a l'habitude chez Malakoff Humanis. Et puis enfin, le régional de l'étape, si j'ose dire, la puissance invitante de ce live, c'est Olivier Ruttard. Olivier Ruttard est DRH de Malakoff Humanis. Il a tout intérêt à être concerné par le sujet, et a au moins une double casquette. Il est DRH lui-même, donc les risques psychosociaux de ses salariés de chez Malakoff Humanis, ça le concerne au premier chef. Leur qualité de vie au travail, leur confort de travail le concerne. Et puis Malakoff Humanis, en tant que groupe d'assurance, groupe mutualiste, a intérêt à prévenir ces risques et à faire de la sensibilisation, car mieux vaut prévenir que guérir, et notamment prévenir les DRH et les entreprises, les PME aussi, que on peut prendre ce sujet en amont, en tout cas mettre en place des méthodes de veille. Voilà, c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui. On essaye de sensibiliser les DRH à ces enjeux. Alors maintenant que j'ai dit tout ça,
Pardonnez-moi d'avoir été un peu long pour poser le paysage. Je voudrais que très rapidement, en commençant par Emmanuel Germani, vous nous dites, Emmanuel, pourquoi vous avez accepté, pourquoi vous êtes là pour parler des RPS? Alors, oui, David, tout simplement parce que c'est un sujet haut de la pile, en fait, chez Caporal. Il est clair qu'on a vécu cette période-là en traversant énormément de choses et très rapidement on a compris que, en fait, le sujet était à la fois important et urgent. Et donc, on a mis plein de choses en place. On parlera tout à l'heure, évidemment, des plans d'action. En tout cas, moi, ça me paraissait très important d'être là aujourd'hui pour partager, pour dire, ben, voilà ce qu'on a fait. On n'a pas tout fait bien, mais on a fait un certain nombre de choses pour aussi s'enrichir. Moi, je crois beaucoup à la réflexion collective, à l'intelligence collective. Voilà. Donc, autour de cette table ronde, entre nous, mais aussi avec les personnes qui nous écoutent, on va avoir certainement des réactions. Donc, d'où l'intérêt de se saisir d'un sujet qui aujourd'hui est extrêmement important, extrêmement sensible. On a lancé un plan CARE qui dit toute l'importance qu'on met sur ce sujet-là, en tout cas chez Caporal. Vous nous en parlerez dans un instant. Caroline Guillaumin est également avec nous. Ceux qui suivent l'actualité du comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise la connaissent puisqu'elle a fait au moins une vidéo avec moi l'année dernière pour parler de sujets connexes sur l'organisation du travail pendant la pandémie. Caroline, merci d'être avec nous et quelles sont vos motivations, madame? Merci beaucoup David et bonjour à tous. Alors effectivement, je précise que j'ai aussi la casquette de directrice de la communication du groupe Société Générale en parallèle, ce qui effectivement m'a mis un peu en première ligne également pendant l'ensemble de cette crise, puisque ce sont des fonctions RH et com qui ont été très sollicitées. Et je dirais que ce qui évidemment me motive à faire partie de cette table ronde, c'est évidemment, comme Emmanuel, l'importance que ces sujets ont en haut de la pile pour la Société Générale, mais surtout également parce que je crois que nous n'avons rien vu des impacts de cette crise sur nos collaborateurs. On a quelques éléments, évidemment quelques signaux qu'on commence à voir dans nos entreprises, mais je crois que malheureusement, on n'a pas idée de tous les impacts, que ce soit sur la santé physique et mentale, que nous allons devoir, auxquels l'ensemble de nos équipes RH et managers vont avoir à faire face. Donc je pense que ce type de table ronde sont évidemment extrêmement importantes pour commencer à pouvoir en parler et partager avec des professionnels des ressources humaines. Donc, pour y voir plus clair et apporter plus tard les réponses et avoir une vision un peu plus large que celle strictement de la Société Générale, qui est quand même un point de vue important, puisque vous êtes assez nombreux, il me semble, dans le secteur bancaire et dans cette entreprise. Florence Noni, Oui, dites-nous pourquoi vous êtes là. alors d'abord à deux titres, bien sûr. C'est dans le cadre de RH&M, en fait, et plus particulièrement du mouvement Génération RH que j'ai été sollicitée pour représenter cette association dans le cadre de cette réflexion. Et également en tant que DRH de Vidélio, qui ne fait pas seulement de l'événementiel, mais également de toutes les installations audiovisuelles, la prestation audiovisuelle pour rendre le télétravail efficace, mais aussi ne pas recréer du télétravail au bureau, hein, et donc réenchanter l'espace de vie lorsque les collaborateurs reviennent dans les sites pour intensifier leur expérience collaborateur. Et à titre personnel, je suis très sensibilisée au stress au travail et j'ai souvent été sollicitée pour entrer dans des sociétés en tant que DRH en pleine transformation avec des rythmes soutenus et en pleine situation de fusion. Et donc, le stress au travail a été une préoccupation de ma part parce que j'ai eu plusieurs situations à gérer de burn-out, mais aussi de bore-out, c'est-à-dire quand on s'ennuie dans son job parce que ce qui nous est demandé est pas très intéressant ou n'apparaît pas comme aussi intéressant par rapport aux études qui ont pu être faites. Et donc, j'espère pouvoir vous apporter ma voix dans cette réflexion et merci de m'avoir invité. Merci Florence. L'heure tourne. On va poser la même question à Olivier Ruttard et puis il gardera la parole puisqu'il va nous faire un petit point sur des études que désormais pas mal de gens attendent, y compris dans les médias, sur les études ponctuelles menées par Malakoff et le comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise sur le moral des cadres, le moral des managers, ce qui se passe en matière de télétravail dans les entreprises. Prochaine étude sur les RPS. Olivier, vous avez la parole. Pourquoi vous êtes là, vous? Bonjour David, bonjour à toutes et à tous, et merci à mes collègues qui ont exactement répondu ce qui
les concerne, mais qui me concerne aussi. Alors, moi, je dirais qu'en tant que DRH, on est dans la culture de la sensibilité humaine, dans la culture de l'attention. Et donc, notre rôle dans cette période a été, je dirais, primordial, essentiel, évidemment avec les autres, mais on avait aussi ce regard de l'attention, de l'essentiel et aussi de l'accompagnement. Je crois que cette crise a permis de mettre l'humain en première intention, en première protection, et c'est tout ce qu'on a fait en tant que DRH. Et c'était bien de se le dire, de se le rappeler, parce que voilà, l'essentiel des richesses sont humaines et l'humain est au cœur de nos actions. Alors, un petit point sur une étude qui paraîtra donc en septembre avec des petites informations extrêmement intéressantes autour de trois situations en fait. D'abord, la crise sanitaire a joué un rôle d'amplificateur des RPS. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, après les éléments du virus, les pathologies liées au virus, la deuxième cause d'arrêt de travail, et ça dépasse pour la première fois les troubles musculo-squelettiques, c'est les RPS sur toute l'année 2020. Donc c'est la deuxième cause d'arrêt de travail sur tous les arrêts de travail aujourd'hui en France. Et pour avoir posé la question aux personnes concernées, elles notent, contrairement à l'année passée, elles notaient que pour 9% d'entre elles, c'était lié au RPS, et pour cette année, elles notent que c'est pour 18% d'entre elles. En clair, ça a doublé. Mais les RPS sont un sujet plutôt pluriel, et on a un élément vraiment extrêmement différencié. On a à la fois le surengagement, mais aussi le sous-investissement, la suractivité comme l'inactivité, qui sont des causes de RPS. On a aussi, pendant cette période-là, constaté une extrême mobilisation des salariés qui ont voulu être modèles, un petit peu, pour montrer à leur entreprise qu'ils se mobilisaient. Ils étaient à cœur d'avoir la confiance dans leur entreprise qui, elle-même, et ils ont pu le reconnaître, avait permis que cette période se passe du mieux possible, et ça sera un des éléments que je rappelle souvent. On a fait du mieux qu'on pouvait pendant cette période-là. Tout n'est pas parfait, Emmanuel a rappelé, mais on a fait tout ce qu'on pouvait parce que l'intention était forte et qu'on avait ces éléments-là. On est dans l'ambivalence des contraintes et à la fois du principe de faveur sur le télétravail. En clair, ça a été, dans les bienfaits, un facteur de croissance en termes d'autonomie, mais ça a été aussi, par l'éloignement professionnel, parfois un facteur de séparation physique qui a eu une exposition plus forte de ces risques d'isolement, et cette étude fait bien apparaître tout ça. On a aussi le blurring, c'est-à-dire le brouillage entre la vie privée et vie pro qui a pris tout son essor, dans lequel on a un vrai sujet qui nous concerne. Et on a vu aussi, pendant cette étude, que la partie vulnérabilité se révélait encore plus forte. Les gens vulnérables avaient une crainte encore plus forte qui s'est elle-même révélée. Donc, ce qu'on peut dire de cette étude, c'est que près de 35% des salariés se sont sentis stressés à un moment ou à un autre de leur vie à distance, que près de 40% d'entre eux ont indiqué avoir des temps de sommeil peu réparateurs, que 26% d'entre eux ont jugé leur travail éprouvant pendant cette période-là, et que, en fait, un salarié sur 10 s'estime en mauvaise santé mentale, et c'est un chiffre important, 1 sur 10, pour se dire qu'aujourd'hui, le sujet concerne les salariés, mais concerne toutes les parties prenantes dans l'entreprise. Je crois qu'on est dans des situations dans lesquelles il faut qu'on puisse se dire les choses. Alors, quels sont les facteurs les plus influents sur la santé mentale? Il y en a 3 qui sont mis en priorité. Le premier, c'est les salariés en situation d'isolement social. On voit bien que c'est un facteur de stress important et donc de RPS. Le deuxième, ce sont des salariés qui connaissent des difficultés de logement. Il y en a chez nous, comme chez tout le monde. Et le troisième sujet de facteur sur la santé mentale, c'est les salariés qui sont en situation familiale complexe, compliquée, sur lequel l'exercice du télétravail a pu influer. Alors, il y en a d'autres. On a senti et on arrive au bout d'une période dans laquelle, globalement, on sent tous un essoufflement chez les salariés, dans lequel le dynamisme, évidemment, a été un peu esseulé, dans lequel il y a une augmentation de la fatigue, un niveau de stress, et on a une problématique qui se pose sur la reconnaissance de cette période par les salariés. En clair, ils posent la question de savoir comment on se reconnaît dans l'effort qu'on a fourni. On a aussi, et c'est ça qui est important, des priorités à retravailler. Des salariés nous réinterrogent sur le sens du travail et tout ce qui va faire le plaisir de revenir et de revoir ses collègues. Et ça, c'est un des enjeux de demain. Alors,
tout ne va pas mal, hein, il faut aussi relativiser, même si globalement, on observe une fragilisation générale de l'état psychologique des salariés. On a aussi des salariés qui ont très bien vécu le dispositif, hein. On a à peu près aujourd'hui 80% des salariés qui se déclarent satisfaits de leur travail. On a aussi près de 85% des salariés qui estiment qu'ils ont le sentiment d'être utiles, 80% qui trouvent un sens à leur travail. Donc on voit bien que ce mécanisme qui intéresse les DRH est un mécanisme global parce qu'il traite à la fois des situations en creux et en plus. Ces études amènent aussi sur le bord du traitement prioritaire le fait qu'on a besoin de renforcer nos dispositifs d'écoute et de réponse précis, individualisés. Et puis enfin, c'est un peu la conclusion de tout ça, c'est qu'il va falloir redonner du collectif et recréer du lien à l'entreprise. On voit bien que les managers de proximité ont eu un rôle crucial pendant la crise, mais on peut leur annoncer qu'ils auront un rôle crucial pour l'avenir. Et c'est un peu la synthèse de toutes ces mesures qui arriveront en septembre. Ouais, David. Olivier, merci pour ces points. C'est très clair et très synthétisé. Il y a déjà des fans hein, sur LinkedIn qui disent, mais est-ce qu'on pourra avoir la synthèse de l'étude? Alors là, on en a eu un avant-goût. J'imagine qu'il faudra attendre septembre pour avoir Voilà, la synthèse de ce que vous avez dit. Exactement. Mais ce que je peux dire à Delphine Théier qui nous regarde et qui nous écoute et qui vous a écouté avec attention, il y aura la vidéo. Ce qu'on se dit là va être enregistré. Et évidemment, la vidéo sera postée sur le site le compte de Malakoff Humanis et sur le comptoir Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise. Donc, vous aurez déjà, ma chère Delphine, des éléments de réponse à vos interrogations. Alors, on va rebondir sur tout ce que vous avez dit au fur et à mesure de la conversation, Olivier. Je voudrais qu'on soit très concret maintenant dans un deuxième tour de table où vous me donniez un exemple d'une manifestation de ces RPS. Parce que quand on regarde les sondages, quand on entend ce que vous avez dit, on s'aperçoit que la galaxie du risque psychosocial, elle est extrêmement large. Parfois, elle concerne l'entreprise, parfois, elle ne le concerne pas. Parfois, c'est un bobo conjoncturel et mon Dieu, tout le monde en a. Et parfois, c'est beaucoup plus sérieux et ça engage beaucoup de choses. Ce que je voudrais, c'est qu'en votre âme et conscience de DRH, chacun à votre tour, vous me donniez un exemple très précis d'une saisine du DRH ou d'un manager qui vous est remonté pour me dire, tiens, voilà, quand on parle de risques psychosociaux, on parle de cette situation qui m'est remontée. Tiens, je commence avec vous, Emmanuel Germani. Oui, alors je vais faire un peu un mauvais élève, David. Je vais vous donner en fait un double exemple, mais qui va en constituer un seul. Parce que nous, au niveau du service RH, ça nous a frappé. Finalement, on avait pour nous des catégories de RPS. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une pluralité de RPS. Dans le même temps et quasiment à 48 heures d'intervalle, on a effectivement un manager qui nous remonte en responsable de magasin, qui est passé d'une activité en magasin. Vous savez, en magasin, c'est intense, on a un rythme, il bosse beaucoup, c'est le week-end, etc. Et puis d'un coup, le confinement arrive et puis tout s'arrête, mais du jour au lendemain. Et là, la machine se détraque. C'est-à-dire que cette personne qui était pleine d'enthousiasme, etc., qui allait bien, petit à petit, sentiment de vacuité, d'inutilité, de l'anxiété qui monte, un rythme de vie qui se déstructure complètement, manger à point d'heure, ne plus arriver à dormir. Alors, Olivier, je pense que vous entendez beaucoup de choses de votre étude dans ce que je suis en train de dire. Et par-dessus tout, évidemment, une personne seule qui prend de plein fouet l'isolement. Et là, on a quelqu'un vraiment qui est en grande difficulté, qui doit s'arrêter et qui depuis a pu reprendre. Mais donc ça, c'est un premier exemple. Donc ça, c'est voilà. Et dans le même temps, on voit exactement l'inverse. Une personne en surchauffe absolument totale, une maman de 2 jeunes enfants, avec le manager qui nous alerte en disant attention, là on a un gros problème. Donc la personne au bord de l'explosion, une charge mentale familiale absolue, avec ses enfants, l'école à la maison, on en a beaucoup entendu parler. Donc gérer les interruptions, reprendre, personne investie, donc reprendre le travail à 11 heures du soir parce qu'elle veut finir absolument, des conditions difficiles, un petit logement, un conjoint absent et lui-même surmené et dans cette difficulté. Et puis une connexion Internet difficile, enfin tout le contexte qui fait que la personne elle bouillonne et on est comme ça sur un état de stress absolu et la personne est arrivée mais véritablement au bord du burn-out et il a fallu avec le manager qu'on prenne la mesure de cette situation pour redescendre la charge et pouvoir gérer. Et finalement, dans le même temps, vous voyez,
on arrive avec pas du tout une seule notion du RPS, mais bien des situations complètement contrastées, Voilà. mais qui arrivent au même résultat. C'est ça qui est intéressant dans ce premier tour d'exemple, si j'ose dire, c'est d'avoir des cas concrets. Caroline, un cas dont vous vous êtes dit, bah voilà, on parle de RPS, on en parle parfois à tort et à travers. Là, j'ai mon cas. Même s'il y a une pluralité de cas, un cas qui vous est frappé. Alors moi, c'est un cas qui reprend un tout petit peu ce que disait Emmanuel, hein. C'est un cas juste après le premier confinement d'une jeune femme, maman de plusieurs enfants, qui a refusé en fait le congé pour garde d'enfants. Et donc qui a travaillé et télétravaillé en fait avec une pression énorme, puisque comme vous l'avez dit David, on a été effectivement extrêmement sollicité pendant cette crise, et donc dans une direction en pleine transformation, avec effectivement une sursollicitation de ses managers, et qui a superbement bien géré en fait toute la période de confinement, et donc dans cette période de surchauffe, et qui s'est retrouvé évidemment en arrêt en fait juste à la sortie du confinement, et qu'évidemment on a accompagné, qui est revenu depuis, mais qui a dû en fait, qui a joué comme beaucoup, hein, les héroïnes en fait pendant cette période-là, et qui effectivement au niveau de sa charge mentale n'a pas résisté. Heureusement tout va bien maintenant, mais je dirais que c'est vraiment typiquement le genre d'exemple qu'on a eu à gérer pendant cette crise. Caroline, les héros, ils se taisent souvent. Ah, Ils mais disent pas. Ils disent pas je qu'ils vont confirme. mal. Non, et en fait, Ils disent pas le qu'ils vont mal, manager les n'a héros. absolument rien vu, n'a rien vu. Et donc, en fait, des gens comme ça, on en a eu énormément pendant cette période. Florence Noni, vous aussi, vous avez peut-être des exemples dans la même veine ou Alors, je vais totalement différents? Non, je Un vais rester seul un peu dans la suffira. même veine, mais en fait, dans une situation où là, pour le coup, on a parlé d'événementiel, vous l'avez dit David, hein, il y a toute une partie de notre activité qui est dans l'événementiel, et les gens dans l'événementiel s'identifient à leurs clients et à l'événement. Hein, tu te rends compte, je travaille sur le Tour de France, ou je travaille sur telle activité, donc ils se projettent vraiment. Ce sont des passionnés, ce sont des gens qui travaillent en troupe. Et on a dû les mettre en activité partielle. Et vous imaginez la frustration, la grande difficulté. Et c'est lors d'un CSE que une personne me dit, je vous arrête tout de suite. Moi, écoutez, trouvez-moi du boulot. Laissez-moi faire quelque chose. Je n'en peux plus. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester à rien faire. C'est insupportable. Donc voilà. Et donc après, on a essayé de déployer le plus de personnes possible sur d'autres activités, mais c'est pas évident parce que c'est des activités différentes. Et c'est ça aussi, hein, c'est ce sentiment d'inutilité, de perte d'existence, de perte de lien social et un sentiment d'être exclu. Olivier, un exemple. Un exemple assez récent, hein, j'ai eu accès au fil de conversation d'une salariée qui a écrit, vous savez, on a des fils de conversation hein, dans les échanges, qui a écrit qu'elle allait monter au ciel, et là tout s'est arrêté. Hein, on a eu tous les échanges des managers qui ont essayé de réagir par leurs propres mains et par leurs propres mots, et voyant que ça n'allait pas, ben voilà, on a tapé à la porte du DRH, et le DRH a arrêté la réunion, a donné la consigne, on appelle les pompiers, on va se renseigner tout de suite auprès des services, voilà, et on prend en charge cette personne, c'est-à-dire que les managers ont su passer la main. Et c'est ça qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les managers ont eu le réflexe en se disant on essaye, mais si on n'y arrive pas, et c'est toute la logique de l'entraide et de la solidarité de l'entreprise, c'est de se dire on passe la main vis-à-vis de gens qui ont des réflexes là-dessus, et les pompiers sont intervenus, et rien de grave, c'était une crise d'angoisse, mais néanmoins, ça a sollicité, ça a permis aussi de débriefer, ça a permis aussi à ce moment-là de se dire c'est important pour la personne concernée, on l'a aidée comme elle était, le signe qu'elle a fait était important, on a bien réagi, et néanmoins, si demain ça se reproduit, comment fait-on et quels sont les signes avant-coureurs de cette démarche-là? Donc un apprentissage, une réaction immédiate, puis à la fin du fin, les choses ont atterri, mais cette personne est suivie, et c'est ça qu'il faut retenir. Je vais partager avec vous une conversation que j'ai eue avec un dirigeant d'une entreprise très connue de prêt-à-porter de luxe qui me disait, nous, on a eu 3 catégories de personnel qu'on a senti particulièrement exposés. Alors lui, il gérait des centaines de boutiques de marques, de cette marque de luxe dans le monde entier et en France. Il nous a dit, on a eu un problème avec les jeunes qui vivaient dans des surfaces réduites,
n'avaient qu'une envie, c'est de revenir au bureau et ont particulièrement souffert quand ils étaient isolés dans des tout petits studios, voire des chambres de bonne. Deuxième cas, les femmes. Les femmes avec leur double charge de travail, je le dis sans l'accepter, mais il faut le constater, la société est comme ça. Les femmes ont une charge mentale et le mot est revenu 2 ou 3 fois dans la conversation. Et puis enfin les célibataires, quel que soit leur sexe ou leur âge, qui eux n'avaient pas le support social ou ce qu'on appelle le soutien social, qui fait que le travail c'est assez vital et que le bon équilibre entre la vie privée mais aussi la vie active est un élément de stabilisation psychologique. Voilà, j'arrête là, mais finalement ce qu'il m'a dit recouvre un peu ce que vous m'avez dit aussi sur pas assez de travail, pas assez d'entourage, pas le soutien social des collègues et pas cette reconnaissance qui fait que quelqu'un d'actif et de volontaire dans un entrepôt, comme en a parlé Emmanuel Germani, ou dans un événement, comme en a parlé Florence, se sent en soutien social et en reconnaissance, et on a évidemment tous besoin de ça. Alors, Redan Bouchati, qui suit le forum, il a la question qui suit, alors je ne lui ai pas donné. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les pratiques que vous avez mises en place? Et là, on sort du cas particulier pour entrer dans... je ne vais pas dire le détail parce que l'heure tourne, mais pour entrer dans un ou deux exemples des politiques de prévention de ces risques psychosociaux, et je dis bien des politiques ou des actions de prévention de ces risques psychosociaux qui ont été déclenchées, initiées ou imaginées à l'occasion de cette pandémie. Et je vais donner la parole à Caroline qui a fait un très bon teaser en fait tout à l'heure quand elle s'est présentée. Elle nous a dit on ne sait encore rien des conséquences de la période qu'on vient de vivre. Et j'aime bien Caroline de ce point de vue-là. Elle avait été, m'avait piqué ma curiosité l'hiver dernier quand je l'avais interviewée. C'est que Caroline, comme vous tous, malgré la charge qu'elle a d'incarner aussi l'image de la société de service qu'est la banque, elle parle clair. Et quand elle ne sait pas, elle ne sait pas. Et quand c'est inquiétant, ça peut être inquiétant. Caroline, quelle est la prise de conscience qu'a fait naître cette période pour vous en matière de RPS? Alors, merci beaucoup David. Plusieurs choses. Alors, moi, je vais pas revenir sur tout ce qui a été mis en place parce que je pense que tout le monde va le dire, les plateformes, les soutiens. Peut-être deux, trois éléments que je voudrais mettre en avant. Sur le RPS, je pense que l'un des sujets, c'est l'accompagnement managérial et la compréhension finalement que ce n'est pas que dire qu'on va pas bien, c'est pas une forme de faiblesse. Et je le dis d'autant plus que j'utilise souvent mon cas, puisque moi j'ai eu à gérer mon propre burn-out il y a quelques années, et que je le dis de façon très ouverte, parce que souvent, encore une fois, mes managers associent vraiment cette notion de RPS, de burn-out, finalement d'arrêt, comme une forme de faiblesse, et que ça ne peut pas arriver à des gens qu'on considère comme étant forts, comme étant effectivement des dirigeants, des leaders dans l'entreprise. Et donc je pense que, et nous on a fait ça en particulier avec nos amis anglo-saxons qui ont la capacité à beaucoup plus dire les choses que les Français souvent. Et donc on a mis, il y a quelques années, donc c'était évidemment pré-Covid, on a mis en place un programme de communication dans lequel beaucoup de dirigeants disaient en fait et s'exprimaient sur le fait qu'ils étaient passés par une période effectivement difficile, soit de burn-out, soit évidemment de maladies liées effectivement à ce stress, à cet hyper-stress, à cette charge mentale dont on parle. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément déterminant, c'est d'être capable de le dire. Et encore une fois, c'est vrai que je prends souvent mon exemple parce que j'ai eu voilà, cette période très très difficile de burn-out et dont on se sort très bien, avec ou sans accompagnement d'ailleurs, mais dont on se sort. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas résoudre quelque chose, on ne peut pas soigner quelque chose si on ne sait pas finalement ce qui se passe. Et pendant la période du Covid, on a mis beaucoup de pulse survey, on a mis des sondages en place quasiment toutes les semaines, qui permettaient véritablement finalement de poser des questions très simples qui étaient comment allez-vous? Et en fait, ça, rien que ça nous a permis effectivement dans l'ensemble de nos pays du monde, on est 140 000 dans le monde, hein, donc c'est effectivement assez lourd hein, quand vous avez à gérer la santé finalement et le bien-être de 140 000 personnes dans des zones qui vont de la Russie, hein, où les gens ne s'expriment pas du tout, à la France, où les gens disent surtout quand ça ne va pas, et à l'Afrique, où finalement ce terme de RPS, ils ne le comprennent même pas.
parce que effectivement, on leur demande rarement effectivement de s'exprimer sur ces sujets. Donc, c'est vrai que cette capacité qu'on a eue finalement à savoir comment allaient les gens, est-ce qu'ils étaient suffisamment accompagnés, est-ce qu'on leur mettait suffisamment d'éléments à disposition, a été quelque chose de déterminant qui nous a permis effectivement de mieux accompagner les managers. Et j'insiste sur cet accompagnement parce que je crois que les managers aujourd'hui sont totalement perdus face à cette notion de RPS de leur troupe. En fait, ils ont un espèce de syndrome de responsabilité qui pour moi me perturbe beaucoup, c'est-à-dire que souvent les salariés viennent, et je suis sûre qu'on en parlera, c'est vrai que c'est polymorphe cette notion de RPF, hein, ça regroupe tellement de choses, et en fait le manager en face, il a l'impression que finalement quand quelqu'un va pas bien dans son équipe, c'est forcément de sa faute. Et je pense que là aussi, le rôle des RH, il est d'expliquer ce qu'il y a derrière ces notions, hein, effectivement, qui regroupe beaucoup d'éléments, mais surtout quand même, alors il peut être responsable, hein, un manager peut être évidemment en partie responsable du RPS de ses troupes, et ça évidemment c'est indéniable, mais il peut aussi ne pas être responsable, et la façon dont il va accompagner effectivement son équipe est extrêmement importante pour à la fois qu'il le fasse bien et qu'il y ait une déculpabilisation à un moment donné. Et quand je dis que demain, je ne sais pas ce qui va se passer, moi, je suis plutôt quelqu'un d'extrêmement positive et je le dis, mais là, en fait, je suis plus inquiète parce que je pense qu'effectivement, on est au démarrage finalement de découvrir ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Vous n'avez aucune intuition pour l'instant. Oh, elle est plutôt négative, c'est-à-dire que je pense que vous allez avoir à la fois, et moi ce que je vois aujourd'hui arriver, c'est ce que les Américains appellent The Great Resignation, qui est le fait que vous avez énormément de gens qui se posent des questions sur leur job et ce qu'ils ont envie de faire. Et quelque part, c'est lié souvent à un mal-être qui est soit un mal-être, soit une révélation post-crise. Mais ça, je le vois. Des gens qui veulent partir en province, des gens qui veulent changer de jobs, de Mais gens c'est qui vachement bien s'interrogent ça. sur ce qui C'est une très est. bonne nouvelle. Oui, alors c'est bien, mais ça interroge quand même l'ensemble de Ça l'entreprise interroge sur, mais l'entreprise. finalement, ça nous interroge énormément sur, mais finalement, comment je vais attirer demain dans nos entreprises, mais comment surtout je vais permettre en fait un certain bien-être entre guillemets dans cette entreprise, dans nos entreprises. Donc oui, enfin moi j'ai tendance à dire que la Great Resignation est quelque chose qui est assez dangereux parce qu'en fait on prend des décisions à un moment de crise et c'est le pire moment pour prendre des décisions structurelles sur sa vie. Et donc ça va marcher pour certains et j'en suis ravie, et pour d'autres ça va être quelque chose qui va générer demain encore plus d'hyperstress parce que ils auront pris la décision de partir en province, ils auront pris la décision finalement de quitter leur famille. Hein. On a aux États-Unis, c'est un vrai sujet dont vous parlent les Américains aujourd'hui. Et je pense qu'en France, on l'a pas encore conceptualisé. Alors, on parle de juste des gens qui partent en province, ok, très bien. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Mais par contre, cette espèce d'impact sur finalement les gens et c'est quoi ma vie demain, c'est quoi ce que j'ai envie de faire, c'est extrêmement, c'est à la fois passionnant, et je le dis parce que je pense on n'a pas suffisamment étudié ce sujet-là, et à la fois ça nous interroge quand même sur nous RH, finalement notre job et comment on va donner envie à des gens de travailler dans nos entreprises, des entreprises qui effectivement restent, même si elles font plein de choses sur le future of work, restent quand même assez traditionnelles. Très bien, c'est très clair. Caroline, vous parliez de management. Je sais que c'est un sujet qui interpelle beaucoup Emmanuel Germany. Emmanuel, vous vouliez insister sur l'aide que vous estimez nécessaire d'apporter aux managers pour identifier ces fameux RPS. Oui, c'est clair. De toute façon, alors j'allais dire quelque part rien de nouveau sous le soleil parce que le manager a toujours été l'élément de proximité et nous, les DRH, nous le savons bien. Mais aujourd'hui, évidemment, face à une crise comme celle-là, on se rend compte qu'on a besoin de les outiller plus que jamais. Alors, et dans cette crise, c'est ce qu'on a eu besoin de faire parce que, et Caroline l'a très bien expliqué, effectivement, ils
ils ont été démunis, ils ont été eux-mêmes, alors c'est comme toujours, hein, le manager c'est aussi un individu, donc eux-mêmes ont été atteints par des RPS, par de la surcharge, par comment je fais. Il faut pas oublier que là, on raisonne à froid et a posteriori. N'oublions pas, quand on a été dans la crise, il s'est passé quoi? Il a fallu gérer les ordinateurs à la maison. Est-ce que j'ai bien le VPN? Alors, pardon, j'ai mis un peu ma casquette DSI en faisant ça. Mais en tout cas, voilà, les outils, comment on fait pour ramener tout le monde à la maison? Les masques, pas les masques, la peur de la maladie, les infos sanitaires contradictoires. On était quand même dans ce contexte-là, et la prise en compte du risque psychosocial, je pense que c'est arrivé, ça nous a, on a mis en place des actions, en tout cas nous chez Caporal, et aussi quand je discutais avec nos adhérents du groupe ANDRH Provence sur un fil d'échange, finalement on a mis des actions un petit peu comme ça au fil de l'eau. Donc là, en les regardant a posteriori, effectivement, je me rends compte que une des actions importantes qu'on a mises en place, c'est agir concrètement pour outiller et aider nos managers, parce que spontanément, ils se sont retournés vers nous pour qu'on les aide face à des situations ingérables. Hein. Je vous le donnais dans mes exemples, ça remontait notamment par les managers. Donc une des choses, par exemple, très concrètes, hein, c'est qu'on a fait un live RH. Donc nous, juste pour rappel, Caporal, on est une ETI, on est à peu près 600 collaborateurs et on a un siège de 130 personnes. Donc on pourrait se dire qu'on avait déjà un bon niveau de proximité, mais néanmoins, là, on l'avait un peu moins aussi avec le confinement et le travail à distance. On a dit, on ouvre la ligne, voilà, et on a fait des moments comme ça d'échange sur des thématiques, mais très rapidement, en réalité, les managers ont pu parler avec nous, ont pu échanger, ont pu partager, et ça, c'était un besoin extrêmement important de ces managers, de pouvoir être écoutés, de pouvoir se rendre compte qu'ils n'étaient pas tout seuls, qu'ils vivaient finalement tous, chacun de leur côté, plus ou moins la même chose avec leurs équipes. Donc ça, c'est important. On les a aussi outillés, par exemple, en leur faisant conscientiser ce que c'est un risque psychosocial. Parce que finalement, je pense qu'il y aura l'avant et l'après de la crise pour le risque psychosocial. Qui finalement, ce risque-là, il va être sans doute mieux appréhendé, plus pris en considération, parce que ça veut dire, enfin, je suis d'accord avec Caroline, quand je vois ce qui nous attend devant, je pense que on va devoir remonter ce niveau de priorité de manière forte, et ça va devenir quelque chose qu'on va prendre en compte. Ça, pour moi, ça va changer le regard quand même sur les RPS qu'on vient de vivre et la manière de les appréhender. Donc, c'est aussi une chose qu'on a faite. On a la chance de bien travailler avec notre médecin du travail, et notamment avec une psychologue du travail, avec laquelle on a mis en place des réunions, que ce soit et avec le comité de direction et les managers, pour expliquer ce qui se passe, à quoi ça correspond, comment on peut agir, comment on est responsable ou pas responsable aussi. Hein, toujours pareil, ce que disait Caroline, c'est important aussi. Les managers endossent souvent beaucoup de culpabilité. Voilà, donc ça, ce sont des actions concrètes qu'on a mis pour conscientiser, donner du sens aussi autour de ce qui est en train de se passer. En tout cas pour nos managers, et puis de manière plus générale, finalement, on a agi sur 3-4 leviers qui étaient importants. Le premier, finalement, ça a été de dire il faut qu'on prenne soin de nos gens. Je dis exprès l'expression, mais c'était un peu ça. Il faut qu'on s'occupe de nos collaborateurs, parce que là, on vit quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et ce qui fait la force de notre entreprise, ce sont les hommes et les femmes. Donc, on va prendre soin. Et pour prendre soin, on va pas les laisser tout seuls tant qu'on peut. On n'a pas tout pu, mais on a fait des choses. On va garder le lien. Alors par exemple, on a mis un réseau social Yammer. On a échangé des petites choses du quotidien. Certains l'ont saisi, d'autres non. Mais en tout cas, ça a permis pour certains de se sentir moins seuls. Ils nous en ont remercié aussi. On a informé, parce que rappelez-vous, l'infobésité sur les conditions sanitaires, ce qu'on fait pas, les incertitudes. Là, simplement, régulièrement, et là, ça a été le rôle de la DRH, de dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on a mis en place. Et il y a une époque où moi-même j'étais débordée, où j'ai un peu moins communiqué, et le CSE a remonté en disant mais on n'entend plus, on communique plus avec nous. Et je me suis dit ah zut, c'était vraiment encore plus important que ce que je l'imaginais. Et j'ai fait attention à remettre la régularité dans cette communication. Emmanuel, on a beaucoup de questions et de réactions sur
le fait que, bon, dans un grand groupe, il y a des services de ressources humaines, dans un petit Mm. groupe, ils sont peut-être moins équipés, mais il y a toujours Oui. cette question qui revient, c'est comment aider le manager à se mêler de ce qu'il pense qu'il ne le regarde pas, et comment aller chercher la bonne information auprès du salarié quand il ne la donne pas. Question que je pose à Florence, par exemple. Alors, Mm. j'ai travaillé dans le groupe PPR devenu Kering, où François Potier, le DRH, la première chose qu'il disait, c'est: toi, manager, connais-tu la couleur des yeux de tes collaborateurs? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est établir un vrai lien de dialogue avec chacun de ses collaborateurs. Et Emmanuel l'a dit, et Caroline aussi, c'est-à-dire que dans cette situation, c'est fondamental de garder un lien et de s'intéresser à l'autre. Le comment vas-tu, je suis complètement d'accord, hein, c'est d'ailleurs ce qu'on a préconisé. D'abord, et ça passe du plus haut niveau de l'organisation vers le plus bas niveau de l'organisation. Euh, à chaque fois, pour n'importe quelle visio, commencer par et toi comment ça va, hein, et se donner ce temps et cet espace nécessaire. Et on en reparlait également tout à l'heure, c'est souvent les profils psychologiques les plus engagés, les plus perfectionnistes qui sont les plus à risque, et ce sont ceux qui vont le moins se plaindre, et c'est ceux-là qu'on doit regarder également en priorité, parce que on le sait d'expérience, ils vont attendre le dernier moment pour donner un petit signal d'alarme, hein. Donc non seulement regarder les yeux, mais la tête de son collaborateur. Et je sais qu'avec la visio, c'est d'autant plus difficile parce que on a une intrusion, hein, on rentre en direct chez les personnes. On n'a pas le même espace, hein, que lorsqu'on est de visu. Donc c'est une ambivalence entre l'extrême proximité, voire l'intrusion, et l'éloignement que l'on doit absolument gérer. Donc voilà ce qu'il faut arriver à faire. Et donc c'est vrai que pour les managers, c'est très lourd, parce que on attend tous d'eux, et justement qui s'occupe d'eux. Et c'est pareil, les RH, ils sont plus ou moins nombreux dans l'entreprise, mais si les RH ne tiennent pas le coup, ils ne seront pas en support et en capacité d'offrir la sérénité. Donc effectivement, il faut faire attention à tout le monde. Et le président, c'est pareil. S'il est complètement sous stress et très peu communicant, parce que bah, le fait d'être dans l'action empêche d'être à la fois en train de faire et de dire ce que l'on fait. Et pour moi, ma conviction, c'est que la première des sérénités à gagner dans l'entreprise, c'est de s'assurer de la pérennité de l'entreprise. Si on a l'impression que l'entreprise va couler, comment voulez-vous que les gens se sentent en sécurité, se sentent bien? Donc la première responsabilité, elle est là, c'est de tenir la baraque et de communiquer sur la situation économique, financière, et de dire les choses. Et à partir de là, bien sûr, il y a tout le reste que l'on peut faire, mais la première des priorités, c'est la pérennité. Florence, en matière de RPS, quelle est l'obligation de l'entreprise? Il y a une notion juridique, parce que dans un instant, on va parler avec Olivier de la notion de périmètre. Lui, il dit le compas. Qu'est-ce qui est dans le sujet? Qu'est-ce qui concerne le DRH et les managers? Et qu'est-ce qui les concerne pas? Est-ce que vous avez déjà des éléments de droit à nous donner? Alors, bah, très simplement, une obligation générale de sécurité incombe à l'employeur. C'est l'article 41-21-1 du Code du travail. Donc, il revient à l'employeur d'évaluer les risques, y compris psychosociaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, c'est une responsabilité qui est extrêmement forte, hein. Donc, ça veut dire que derrière, il faut pouvoir déployer un certain nombre de choses pour que justement les managers soient outillés par des formations pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi telle ou telle personne risque de sombrer, etc., etc. Mais c'est Est-ce aussi la qu'elles existent, ces responsabilité. Oui, formations? Florence, oui, je bien pose sûr, la question à tout le monde, est-ce que oui, ces formations existent? clairement. Parce que le DRH, il est très, Oui, je pense que il est très occupé. Est-ce que ces formations existent? Est-ce que aujourd'hui vous envoyez, est-ce qu'on envoie autant de managers en formation pour détecter les risques psychosociaux qu'on envoie les hommes en séminaire de lutte contre le sexisme? Je fais un peu de provoque. alors c'est vrai que sans doute qu'on a dû déployer des approches anti-discrimination parce que c'était très très au goût du jour. Clairement, moi, je pense, je suis pas choquée, hein, que ce soit les DRH et leurs équipes qui déploient ce type de formation. Mais Après, elles vous existent. avez des spécialistes, elles existent bien sûr. Oui, bien sûr, elles Après, vous avez des spécialistes des risques psychosociaux, hein, qui déploient ce type de formation. Mais je suis d'accord avec vous, ça avait pris le pas. En fait, on est passé beaucoup plus sur une sensibilisation sur la discrimination, et on a peut-être mis en sommeil
ces formations qui me semblent absolument indispensables. Et il y a un deuxième point, moi, dans mes inquiétudes, et je partage le point de Caroline. Moi, mon inquiétude, c'est quoi? On n'a même pas eu le temps de se remettre des 2 séries de confinement, des 2 séries de récupération, que là, on est reparti sur une croissance en V, où on sursollicite les collaborateurs, on recrute massivement, on crée un maximum d'énergie, alors que les gens sont déjà crevés. Donc, je sais que c'est pas facile, et donc notre rôle aussi, c'est d'essayer de se dire, mais comment arriver à purger ce que l'on a vécu et se ressourcer pour repartir, parce que je suis pas la seule à le dire, on a une forte chance d'une croissance en V, donc ça veut dire une mobilisation. J'étais ce matin avec un chasseur de tête qui me dit, je me retrouve à recruter une dizaine de DSI, il faut absolument structurer, etc., etc. Donc voilà. Donc moi, mon inquiétude, c'est ça. C'est d'un côté, les entreprises vont repartir à fond la caisse. De l'autre, les collaborateurs seront crevés et seront en pleine situation de se dire, et si je partais en province? Il y en a d'autres qui sont chez leurs parents, parce que de travailler dans sa baignoire, à David, vous connaissez mon exemple d'un couple où l'avocate était dans le salon et le collaborateur dans la baignoire, ils sont partis chez les parents, mais maintenant qu'ils sont chez les parents, bah, c'est quand même plus facile d'être dans une grande maison que de revenir dans un 35 mètres carrés à Paris. Donc, on se retrouve à devoir gérer ça. Et moi, le télétravail, j'ai plus envie de revenir à Paris toute l'année, etc., etc. Donc, on est en train de se retrouver avec d'un côté une suractivité, avec des gens qu'on demande mobiliser, etc., et de l'autre, des gens qui se posent plein de questions. C'est pas facile comme période. Caroline, vous vouliez réagir sur la formation des managers. C'est pas facile pour un manager d'aller se mêler du plus intime de la vie d'un salarié. Où est-ce qu'on pose le curseur? Après, Olivier, je lui redonnerai la parole. Oui, alors d'abord, effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de formations et de très bonnes formations aujourd'hui, hein. Nous, on les déploie effectivement sur l'ensemble de nos périmètres, managers et collaborateurs. Donc, et effectivement, je crois que le sujet, d'ailleurs, il date, finalement, il a été amplifié par la crise Covid, mais il date de bien plus longtemps, c'est-à-dire finalement, c'est quoi cette notion de balance entre la vie privée et la vie professionnelle quand on déploie du télétravail. Et encore une fois, on n'a pas attendu le Covid pour déployer du télétravail. Beaucoup d'entreprises l'ont fait avant. Là, évidemment, on est passé à un extrême avec le télétravail 100% pendant la crise. Mais c'était déjà le problème, entre parenthèses, avant. Et c'est un vrai sujet. Cette notion d'équilibre, finalement, je pense qu'elle n'est pas, elle ne peut pas, en tout cas, être temporisée. C'est pas la question d'être de 9h à 18h. Vous avez des gens pour lesquels le vrai équilibre vie privée, vie pro, il va venir de la capacité à travailler quand on veut. Et donc, quand on est un jeune ingénieur et qu'on travaille plutôt mieux le soir parce qu'on n'a pas de famille, bah, le problème n'est pas les horaires, c'est plutôt effectivement d'être capable finalement de faire un peu ce qu'on veut à n'importe quel moment. Et effectivement, cette notion d'intrusion, elle est extrêmement importante. Mais finalement, la crise Covid, elle nous a permis de passer outre et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire cette notion de comment vas-tu, déjà, les zooms qu'on a fait pratiquement toutes les semaines entre équipes pour savoir, et où on voyait les gamins arriver, et on a tous vécu ça. On avait les gamins qui étaient à côté, on avait nos collaborateurs avec effectivement dans leur environnement perso, sans filtre. Finalement, pendant ces 3 mois, ça nous a paru totalement naturel. Et finalement, moi, je trouve que c'était plutôt sain quand on le faisait avec cette chose en tête qui était finalement de prendre des nouvelles de nos collaborateurs. Maintenant, demain, il va falloir qu'on regarde et finalement, ça va être aussi le rôle du DRH de savoir à quel moment on va finalement être dans l'intrusion et là, évidemment, avec toutes les conséquences, et puis dans quel moment on va rester dans quelque chose qui va être de la convivialité. Et je pense que ça, on a quand même accéléré ce blur, comme on dit, entre la vie privée et la vie pro. Mais encore une fois, si on le gère bien, on peut aussi en faire quelque chose qui est plutôt positif, avec plus d'autonomisation et plus de capacité des collaborateurs de travailler quand ils veulent et de la façon dont ils veulent. Olivier, la question du compas, du périmètre vous tient à cœur. Est-ce qu'il faut tout demander à l'entreprise? Est-ce que c'est le titre d'un bouquin qui s'appelait La Grande Nurserie et qui englobait d'ailleurs la société française, c'est-à-dire
l'individualisme victimaire conduisait à une prise en charge de tous les bobos et remettait en cause la responsabilité des uns et des autres. Non, mais je crois que la question est bonne, on l'a tous abordé. On a une question d'intrusion et de responsabilité en même temps. C'est-à-dire que quelque part, on est responsable et à la fin du fin, jusqu'à où on va et jusqu'à quels moyens on se donne pour aller. On a, vous savez, on a tous vécu des situations dans lesquelles la caméra en face est coupée, les micros sont coupés et les personnes sont présentes. Et on ne sait pas à ce moment-là ce qui se passe réellement, mais peut-on, doit-on demander le signe, le visuel pour non? Alors, comment on fait, hein? La question est donc dans cette manière de faire. Premier sujet. Une des réponses, c'est de se dire qu'on a des sentinelles dans l'entreprise, en fait. On a des sentinelles, les partenaires sociaux en sont, c'est important. Les managers sont au premier chef, les RH le sont aussi. Et c'est toute ce fonctionnement, cette articulation dont on doit s'assurer pour le présent et pour l'avenir. On voit bien que ce qui va être un de nos enjeux, c'est de garantir le collectif. Parce que ces mécanismes de fonctionnement et d'articulation sont des sujets sur lesquels il va falloir qu'on revienne et qu'on se dise c'est quoi la colonne vertébrale de notre collectif, notre sel d'engagement, il se tient parce que on s'apprécie, parce qu'on se découvre aussi des humanités, des sensibilités. Je partage le fait que la sensibilité, c'est un talent aussi, et qu'en faisant avec tout ça, on peut arriver à beaucoup de plus. C'est vrai que cette situation de RPS qui s'est révélée plus importante dans la crise, et c'est normal, doit mériter, en tout cas, et c'est la culture de demain, de l'attention, du collectif, de la sérénité, avec cet aussi nécessaire optimisme que la reprise d'activité engendre. On n'a pas que des situations catastrophiques, on a aussi beaucoup d'énergie qui se développe. Il faut simplement, en ce moment, prendre le temps de l'attention et du collectif pour avoir voilà, ces retrouvailles nécessaires et ce travail pour demain, parce qu'il est essentiel à la fois de garantir le collectif et la relation de confiance. Que ce soit en présentiel, en distanciel, on a besoin de se remettre dans les marques de ce qu'on veut pour demain. Et c'est important de se le dire à tout le monde et tout le monde aura un rôle là-dessus. Moi, je retiens déjà pour faire une avant-conclusion, parce que l'heure tourne, que le burn-out est presque rattrapé par le bore-out dans certaines situations. Espérons que la fin du confinement et que le retour au travail va, va en finir avec le bore-out, quoique on en parlait avant la pandémie. Je retiens aussi que les managers sont en première ligne et qui ne sont pas toujours formés à ça, qui ne sont pas toujours formés à la détection de ces risques psychosociaux. Je retiens aussi que l'obligation de l'entreprise est extrêmement large, victime du principe de précaution syndicale ou patronale ou politique, qui fait que on confie à l'entreprise pas mal de choses comme on confie à l'instituteur ou à l'école ou au prof beaucoup de responsabilités. Je retiens aussi que les demandes peuvent être très diverses, qu'il y a une notion de culpabilité aussi qui est assez importante, c'est-à-dire que aller vers le manager ou aller vers le dirigeant ou vers ses collègues pour leur dire je vais mal, c'est très compliqué pour les gens. Quand ils sont habitués à faire leur boulot et que c'est des bons petits soldats, c'est très difficile de poser le fusil et de dire je suis touché. C'est pas évident non plus. Ça me rappelle d'ailleurs une citation qui est très ancienne, puisque une citation de Jules Romain qui disait un patron, c'est quelqu'un qui se mêle passionnément de votre travail. Et finalement, la détection des risques psychosociaux, c'est quand même de se mêler passionnément du travail de quelqu'un et aussi peut-être de sa vie et de s'y intéresser sans donner l'impression qu'on va se mêler des choses qui ne nous regardent pas. Alors maintenant, l'heure tourne. Une particularité qui vise notamment les DRH qui n'ont pas toujours bonne presse, hein, mais il y a quelque chose de contradictoire à se dire, voilà, le DRH, il est très attentif aux risques psychosociaux, à la qualité de vie au travail. Il est en train de se demander quel obus va encore tomber sur l'open space, sur le salarié, quelles difficultés il va rencontrer. Et en même temps, c'est le même DRH qui fait les plans sociaux. Plans sociaux qu'on nous promet à la rentrée de septembre en sortie de pandémie, même si les indicateurs économiques sont plutôt moins catastrophiques que ce que l'on pensait. Comment on résout cette contradiction du DRH qui fabrique du risque psychosocial parce que il fait des plans sociaux et en même temps ce DRH dont on attend qu'il mette en place le fameux CARE dont parlait Emmanuel ou dont parlait Caroline, qui va à l'encontre de la contrainte économique qui consiste à faire partir les salariés. J'ai envie de vous dire bon courage.
Vous battez pas, hein. Bah, Alors d'abord, c'est je pas le peux, DRH qui décide des plans sociaux, hein, Ben, d'abord. C'est pas le DRH qui non, décide c'est des la plans direction sociaux. générale. non, Caroline, vous dans non, la mais c'est banque. pas du tout. Non, mais c'est pas du tout contradictoire. D'abord, on a une vie économique. Un DRH, il est là aussi pour que la vie économique de l'entreprise et surtout pour faire en sorte que l'entreprise elle perdure. Donc ça, c'est la première chose. Donc un plan social et en particulier la façon dont on les fait en France, hein, donc qui sont souvent des plans de départ volontaires, qui sont en majorité, en tout cas pour nous, de la mobilité interne. Derrière le terme plan sociaux qui fait peur, il y a quand même des réalités très différentes. Et la troisième chose, c'est que on a tous à cœur notre responsabilité d'employeur, notre responsabilité évidemment. On parlait du CARE, mais et moi j'ai toujours été persuadée que quelles que soient les actions que nous menions, on est capable de les faire avec respect, avec intelligence. Finalement, la prévention des risques psychosociaux fait partie. Quand on parle des risques psychosociaux, on parle souvent de prévention primaire, par exemple, qui est le fait de toutes nos actions doivent prendre en compte les risques potentiels qu'elles vont engendrer. Et typiquement, quand on travaille sur un plan social, la première chose à faire, et c'est un accompagnement des managers, c'est de dire, dans ce que vous allez faire, et c'est toutes les transformations qu'on fait dans nos entreprises, prenez en compte les risques qui sont inhérents effectivement à l'annonce d'un plan, par exemple social, qui sont inhérents à l'accompagnement, typiquement en particulier dans certains endroits, dans certains bassins d'emploi. Et donc tout le travail d'un DRH et de ses équipes, il est de prévenir et effectivement de faire de la prévention primaire, c'est-à-dire de prendre en compte les risques attenants à effectivement une annonce de plan social, l'accompagnement qui va être fait pour les collaborateurs. Donc moi, je considère que ça fait partie de mon job de à la fois, encore une fois, faire en sorte que mon entreprise perdure et donc économiquement soit viable, et quand il y a des conséquences sur l'emploi, de faire en sorte de les accompagner, et tout ça, effectivement, avec le respect que nous devons à l'ensemble de nos collaborateurs, et donc un accompagnement de toutes les minutes. Emmanuelle Germani, vous qui êtes une des patronnes de la NDRH, il n'y a pas de contradiction non plus? Ou c'est une contradiction? C'est une contradiction à assumer. En réalité, oui, nous accompagnons des décisions difficiles, hein, ça c'est clair. Il faut savoir qu'un DRH, sauf à ce qu'il ait un caractère un peu sadique, mais je crois que c'est une extrême minorité dans cette catégorie comme dans d'autres, un DRH, quand il prend des décisions difficiles, c'est toujours difficile également pour lui aussi. Et le mot important, Caroline l'a prononcé, c'est le mot respect, considération et respect pour les parties prenantes. À un moment donné, alors on a parlé des plans sociaux, il n'y a pas que ça, il y a même un licenciement individuel. Je peux vous dire qu'un DRH dort pas bien la nuit quand il le fait, évidemment. Mais pourquoi il le fait? Alors je vais parler pour moi, mais pour avoir entendu de nombreux de mes collègues aussi, et nombreuses, c'est de se dire, finalement, parce que je suis là, ça a été fait dans les règles, ça a été fait correctement, ça a été fait en prenant en considération l'autre, en amortissant au maximum, en donnant des capacités de rebond. C'est ça notre rôle finalement. Et aussi, bien sûr, de donner du sens à des décisions, d'accompagner. Donc voilà, oui, on sait qu'on a bien sûr parfois des décisions difficiles à prendre, parfois, et heureusement, des décisions d'accompagnement, de promotion, d'évolution, de faire grandir les gens. On fait aussi, et souvent, ce travail-là pour ça. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, voilà. Donc, c'est cette manière-là. Et moi, j'ai tendance à penser que, en tout cas, j'ai envie de penser, je dirais, que si je n'étais pas là, ça se passerait un peu moins bien. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut assumer, c'est avec courage, hein, parce que ça demande du courage, il faut pas croire. Mais c'est comme ça qu'on peut assumer ces décisions difficiles. J'ai trois questions très précises qui arrivent comme ça, un peu au débeauté, mais bon, prenons-les. Par exemple, une question pour Olivier. Frédéric, qui est chercheur, nous dit comment alerter sur un collègue qui va mal. Est-ce qu'il y a des procédures, des process? Est-ce que ça existe? Bien sûr, bien sûr. On va voir qui. Il y a toutes les parties prenantes, hein. Il y a la médecine du travail, des partenaires sociaux, les managers, la DRH. Donc je disais tout à l'heure des sentinelles. L'important, c'est d'avertir. Voilà. Et c'est à nous de faire de ce message quelque chose de professionnel. C'est à nous d'apporter la bonne solution. Je trouve que la responsabilité individuelle ne doit pas s'échapper par rapport à ça. On est tous dans cette solidarité. Je disais que moi, je pilote pas un corps social, hein. Je pilote un cœur social, un composite d'émotions dans une entreprise.
entreprise. Et on a tous, de près ou de loin, par connaissance, des gens qui vont plus ou moins bien et des gens qui vont très bien. Et notre sujet, c'est de rapprocher les personnes entre elles et donc de rapprocher aussi les relations, les sentiments. Et lorsqu'on détecte ça, quel que soit l'endroit que vous utilisez, il faut qu'on puisse en tout cas le gérer dignement, en respect, en considération et avec délicatesse. Je pense qu'on sait faire. Une autre question qui distingue le pompier du médecin, comment formez-vous les managers de manière préventive, c'est-à-dire de façon à éviter ces risques psychosociaux? Ce qui est une question très compliquée parce que la cause n'est pas nécessairement interne à l'entreprise. Donc, on va pas dire à un manager, il faut absolument que tu anticipes les divorces ou les séparations chez tes collaborateurs, parce que là, ça devient dingue. Il faut absolument que tu anticipes le fait qu'un tel est en train de devenir alcoolique pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le boulot. Là, pour le coup, comment on fait de la prévention, de la formation prévention à ces questions aux managers? Là, je crois que c'est là où on atteint la difficulté de l'exercice, je trouve. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup trop. Il faut accepter qu'il y ait du malheur sur Terre. Enfin, en tout Alors, cas, il faut pouvoir se dire que dans la vie n'est pas sinusoïdale. On est dans des choses dans lesquelles on rencontrera les uns et les autres, dans nos propres vies, dans la vie des autres, des moments de rupture, des moments de gloire. Et il faut pouvoir se dire que ça, c'est un continuum que le DRH peut en tout cas se saisir et dans laquelle, au moment où on est faible, on a besoin de soutien et au moment où on est fort, on doit le donner aux autres. C'est ça, cette solidarité dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux et que notre dignité se retrouve par l'attention qu'on a aux vulnérables. C'est important, aujourd'hui aux proches aidants, parce qu'ils en font partie, et qu'on fait lien, on fait corps avec la société, on en fait partie, et qu'on a tous un devoir d'attention. L'entreprise en premier lieu, les collègues ensuite, mais avec toutes les parties prenantes. Je crois on est ensemble pour surmonter les crises, et on fait du mieux qu'on peut. Alors, il y a c'est très des bien. témoignages. Par exemple, Sophie, elle nous dit, moi, j'ai une DRH, Julie, elle m'a écouté, elle m'a apporté son aide quand ça n'allait pas. Christine qui dit, nombre des collaborateurs des entreprises sont de belles personnes. Malheureusement, malheureusement, enthousiastes et engagées, elles sont pulvérisées par les personnes jalouses, etc. Enfin bon, il y a de tout. La corbeille de la mariée est assez variée dans son contenu. C'est ce qui rend les choses si compliquées à gérer. On arrive au terme de notre discussion. Je voulais savoir comment la période qui vient de se passer et celle qui s'ouvre avait transformé ou confirmé votre vocation aux uns et aux autres. Olivier, vous avez une très belle formule. Vous avez dit, je m'occupe pas d'un corps social, je m'occupe d'un cœur social avec des émotions. Ça pourrait être une conclusion, mais c'est pas le moment. Comment vous voyez votre vocation évoluer, votre vocation de DRH les uns les autres, Emmanuel? Alors, cette crise-là ne fait que confirmer ce pourquoi je me suis engagée dans ce métier-là. C'est que l'important dans l'entreprise, c'est le facteur humain. Voilà, alors, on a pu penser que la finance drivait tout, que le business first. En réalité, et cette crise, elle nous a obligés à être humbles, c'est-à-dire finalement, si on a ce corps et ce cœur social hein, qui ne fonctionne pas, mais l'entreprise, elle ne fonctionne pas, tout simplement. Et donc, on est un artisan et c'est un métier merveilleux, du coup. C'est un métier merveilleux qui est de faire en sorte que ce cœur et ce corps fonctionnent le mieux possible. Voilà. Donc, pour moi, ça a J'ai un clairement... message. J'ai un message qui vient d'arriver sur le forum. Quelqu'un nous parle des applications qui utilisent très probablement des data informatiques pour pister les facteurs de risques psychosociaux, voire l'état des gens. Alors là, on est à la fois dans Big Brother et Big Mother. Est-ce que ça a de l'avenir, ce genre d'application, l'informatique au service du bien-être au travail et de la prévention des RPS? Ça pourrait être une question à Caroline qui a pas mal de data. Vous êtes 160 000 dans le monde. Vous devez embrasser des données sur les salariés. Alors, évidemment, on fait beaucoup de choses autour de la data et de l'intelligence artificielle. C'est la chose qu'on ne s'autorise pas à faire, en fait. Et aujourd'hui, on est, et c'est peut-être un peu dommage d'ailleurs parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'on serait capable de voir un certain nombre de signaux faibles et d'alertes, en fait, en manipulant des données, évidemment anonymisées, mais qui permettraient
de peut-être voir émerger des signaux faibles, parce que moi je crois fondamentalement au fait que notre responsabilité elle est de voir émerger les signaux faibles et de les gérer. Au niveau de l'éthique, je pense qu'on n'est pas prêt, en tout cas nous, à la Société Générale, on n'est pas prêt du tout à utiliser ce type de données pour effectivement, enfin, être capable de voir ces signaux faibles. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, le plus important, c'est d'éduquer. On parlait tout à l'heure de finalement qu'est-ce qu'on va demander aux managers et ils peuvent pas tout faire et ils n'auront jamais la capacité à voir l'ensemble des RPS de leurs équipes. Par contre, je pense que notre responsabilité, elle est de les éduquer sur la capacité à détecter un certain nombre de signaux. De la même façon, on le fait pour les violences faites aux femmes, par exemple, dans nos entreprises où on éduque de plus en plus sur si vous voyez telle ou telle chose, alertez. Et il y a, comme le disait Olivier, beaucoup de canaux pour alerter. Je pense que nous, notre responsabilité, elle était vraiment de le faire. Et je voulais juste revenir sur l'histoire de la caméra, parce que je pense qu'il y a une charge mentale terrible quand on passe sa journée devant des caméras qui ne sont pas allumées dans des meetings. Et personnellement, moi, je demande, alors évidemment, les gens peuvent le faire ou ne pas le faire, mais j'avoue que je me suis un peu énervée sur une réunion où j'ai passé 1 heure à parler devant un écran noir. Et je trouve que là, pour le coup, il y a un manque de respect. Et avec la diffusion de l'ensemble de ces Zooms, de ces moyens de communication, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à trouver le bon équilibre et le respect mutuel quand on est dans un meeting, d'être capable d'avoir des gens qui nous respectent et allument un petit peu cette caméra pour qu'on se dise, non seulement qu'on soit capable d'effectivement, nous, de détecter des signaux faibles chez les gens qui sont en face, mais aussi de respecter les gens qui parlent. Voilà, c'était un peu mon petit coup de gueule sur les caméras en meeting. Écoutez, ce sera votre conclusion, Caroline, parce que c'est assez représentatif de votre engagement et de votre parler vrai. Florence, vous, dans l'événementiel, la culture, évidemment, on a envie de se retrouver, de retourner sur le terrain, de redonner du bonheur aux gens, parce que l'événementiel et l'entertainment, c'est ça. Qu'a changé cette crise dans vos convictions et dans votre motivation et dans votre vocation? Alors, je dirais qu'elle l'a confirmé, elle m'a donné le plaisir de voir certaines choses bien s'accélérer, notamment la confiance, le fait qu'on puisse vraiment mettre en place un télétravail intelligent, le fait qu'on généralise des pratiques qui pouvaient être dans la main de certains managers, comme le disait Caroline, de donner de la souplesse aux gens. Je veux dire, c'est pas un problème si tu vas à la sortie de l'école des enfants et que tu te reconnectes après. Donc ça, je dirais qu'on a fait un gros progrès de ce point de vue-là. Et souvent, j'avais l'impression de prêcher un peu dans le désert. Et là, maintenant, c'est quelque chose qui se met en place et que l'on voit. Ensuite, c'est toujours d'avoir le sentiment d'essayer d'être à la fois sur le temps court, dans l'action, mais essayer de se mettre un peu plus dans le moyen terme. Et ça, d'être le gardien du moyen terme et des décisions que l'on prend. Et ça reste toujours un exercice et un équilibre assez difficile à faire. Et puis d'être toujours très investi dans les comités, comme au COMEX ou comité de direction, pour donner toujours la voix des collaborateurs, la voix du ressenti humain, et d'essayer d'incarner le mieux possible cette fonction-là. Olivier, je vous laisse le mot de la fin, mais vous l'aviez, le cœur social et le corps social, c'est pas mal. Je crois que le DRH que je suis et puis l'ensemble de mes collègues, nous sommes des femmes et des hommes, nous construisons des ponts. Nous construisons des relations, nous les favorisons, nous les développons, nous les protégeons. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui, c'est donner de la perspective, tout en gérant en même temps toutes les vulnérabilités, les difficultés. C'est vrai que Malakoff Humanis est très engagé là-dessus par ses actions, par ses études, mais au-delà, on a tous en nous, et je crois que c'est ça qui synthétise un peu nos propos, le fait que l'humain est une considération d'altérité et nous sommes attentifs parce que attentionnés. Voilà. Merci à vous, Emmanuel Germani, Olivier Ruttard, Caroline Guillaumin et Florence Noni pour cette grosse heure passée en compagnie de ceux qui nous ont suivis, que je salue et que je remercie. La vidéo, une fois chargée, enregistrée, pourra être remise sur le site Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise. On pourra la regarder sur le compte LinkedIn de Malakoff Humanis. L'étude viendra en septembre. Beaucoup de documentation de vidéos sur le site Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise.
un podcast qui va arriver sur les conditions du retour au bureau. Certains d'entre vous y ont déjà participé. Comment ça se passe? Racontez-nous. Olivier a essuyé les plâtres. Et puis, en matière de conclusion, moi, j'ai une méthode pour lutter contre les risques psychosociaux. Alors, je travaille seul, c'est ça. Voilà, c'est mon coach, c'est mon DRH. Il fait du bien quand il arrive dans l'open space. Je peux vous dire que je connais des managers qui n'ont pas fait autant pour les collaborateurs en matière de climat social, mais je tairai leur nom. Merci, monsieur. Merci à tous les quatre, et puis à la prochaine fois. Ça marche. Merci.